S'appelle l'événementiel et les relations publiques pour faire des étincelles. Sur scène, j'ai 3 speakers, donc je vais leur laisser le micro pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour, rebonjour, je suis Marion Gamel, je travaille à Eventbrite. Notre centre européen est basé à Londres et j'y travaille depuis 1 an et demi et je m'occupe du marketing en Europe. Bonjour, moi je m'appelle Marie Barbier et je suis responsable de la communication et du marketing chez Bureau à partager, qui est une plateforme en ligne de partage de bureaux. Bonjour, moi je suis Marc-Arthur Bottet et j'ai créé les Journées du patrimoine des startups, donc c'est la 2e édition dans une semaine. Voilà. Donc voici nos 3 fabuleux speakers qu'on applaudit et qu'on encourage. En plus, Marion vient de Londres, exprès. Donc pour cette 2e conférence, cette 2e table ronde, on a pris la thématique des relations publiques et de l'événementiel, parce que assez souvent les startups pensent aux relations presse, on vient d'en parler assez longuement, pensent au digital et puis c'est tout. En fait, il y a un gros trou au milieu, alors qu'il existe quelque chose qui s'appelle les relations publiques et l'événementiel. Ça ne coûte pas forcément un bras, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, ou alors ça existe si vous ne le savez pas. Et on peut faire des idées super sympas qui coûtent vraiment pas cher et qui donnent de la visibilité de malade. Je pense que Marie et Marc-Arthur en sont les bons exemples et que Marion pourra nous expliquer plein de choses sur l'événementiel. Et donc voilà, je vous donne la parole peut-être pour expliquer tout ce que vous pourrez faire sans que ça coûte trop cher. Je vais commencer. Nous, chez Bureau à partager, on a réfléchi à comment se faire connaître. Souvent, une start-up, pour se faire connaître, elle communique auprès des journalistes en parlant de levée de fonds ou de son nouveau site internet, voilà. Et on s'est dit qu'organiser un événement, ce serait une bonne façon de faire parler de nous, avec un vrai angle à proposer aux journalistes, qui soit un peu ludique et dans notre cas responsable, parce qu'on a organisé la journée mondiale du rangement de bureau, qui était l'idée de l'entreprise qui nous incubait. Et il se trouve qu'on a eu finalement plus de succès que prévu. En gros, on s'était dit que dans les entreprises, il y a beaucoup de choses à recycler, du papier, des ordinateurs, etc. Et que ce serait pas mal que les entreprises aient des attitudes un peu plus responsables et qu'ils organisent au sein de leur boîte, une fois par an, une journée où tout le monde se réunit et range leur bureau. Du coup, on a lancé un site internet gratuitement, on a communiqué auprès des journalistes. On pensait vraiment qu'on aurait 2 participants et finalement il s'est avéré que le jour de la journée du rangement de bureau on a été beaucoup relayé par les journalistes et qu'on a fait un petit carton et voilà, et qu'il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de chroniques radio, de la télé on a un petit peu parlé, enfin voilà. Et nous on pensait vraiment qu'on ferait un énorme bide et en fait pas du tout. Et ça nous a permis, nous, Bureau à partager, de se faire connaître par ce biais. On avait des très beaux partenaires qui ont beaucoup relayé l'info aussi, enfin voilà, et ça nous a coûté rien du tout. Donc c'était très intéressant pour une start-up. Moi, évidemment, je crois en l'événementiel, mais je dirais qu'avant tout, il faut commencer par le nerf de la guerre, c'est-à-dire le contenu. Vous êtes des startups, vous avez une idée innovante, vous avez sûrement fait une étude de marché pour savoir si votre idée était viable commercialement. Donc vous savez quelque chose, vous, que moi, je ne sais pas, et peut-être que votre audience ne sait pas. Et c'est ça le fondement de tout, en définitive, le fondement de vos relations de presse, le fondement de votre campagne de pub, le fondement de vos activités sur les médias sociaux et le fondement de votre événementiel. C'est ce contenu unique. Un événementiel purement pour faire du networking, bon, à la rigueur, ça peut être fait, mais c'est pas nécessairement le truc le plus tangible où les gens vont repartir en se disant « Ah bah là, j'ai passé 2 heures vraiment bien investies ». Donc pensez à votre contenu. Et une fois que le contenu, vous l'avez bien défini, le type d'événement, le type d'audience va tout d'un coup se révéler. Alors je dirais qu'il y a 3 objectifs principaux. J'en oublie peut-être, dites-moi, qui peuvent être atteints avec l'événementiel. Le premier, donc, c'est de se faire connaître. Donc, au-delà de la conférence de presse, il y a l'événement où votre start-up, tout d'un coup, va avoir l'air
plus grosse que ce qu'elle est, plus professionnelle que ce qu'elle est, et ça c'est très bien. Et puis il y a une audience qui ne vous connaît pas, qui va venir parce que le contenu les intéresse, et en partant en se disant, les gens de truc.com, ils savent vraiment ce qu'ils font, ce sont des petits jeunes innovants, vraiment bien. L'événement, il peut aussi vous aider à créer des relations avec une audience particulière, avec par exemple des prospects. Ça peut être, comme par exemple, il y a une entreprise à Aix-en-Provence qui s'appelle Angel Corporation, qui s'est mis à organiser des petits breakfasts, où ils ont des petits breakfasts, business breakfast, où ils ont invité des prospects, et ça a donné des résultats incroyables. Maintenant, ils font ça tous les mois. Avec des clients, enfin des gens qui sont devenus des clients parce qu'ils les ont rencontrés à ces breakfasts, et ils ont changé des contacts virtuels en rendez-vous face à face. Et puis le troisième but, ça peut être de vraiment se focaliser sur une audience bien particulière, dans le sens où votre produit ou votre service, il peut être attirant pour plein d'audiences, mais il y a un moment où il faut être un petit peu plus particulier, un petit peu plus précis pour vraiment avoir une résonance vis-à-vis d'une audience particulière. Par exemple, Mou.com, qui est un partenaire de cette conférence, a très intelligemment décidé de cibler les entrepreneurs. Et à Londres, ils ont décidé de faire une boutique temporaire, un pop-up shop, comme on appelle ça, dans le coin, dans l'Est, dans le coin où il y a plein de startups, parce qu'ils voulaient justement cibler les entrepreneurs et les startups. Et c'était un endroit où ils donnaient plein de conseils aux startups, et ça a permis de les positionner en leader d'opinion parmi cette audience qui s'est dit, Mou, ils nous comprennent, ils savent ce que c'est qu'avoir un start-up, ils savent ce que c'est que d'être un entrepreneur, et du coup on considère que leurs produits sont bien adaptés à nous. Donc je dirais 3 objectifs qui peuvent être atteints très précisément et sans nécessairement des coûts énormes avec l'événementiel. Ce que je dirais, c'est que le jour où vous voulez faire un événement, il y a 3 trucs à regarder. C'est quand est-ce que vous faites votre événement? Parce qu'un événement, c'est comme autre chose. Vous avez des concurrents, donc quel jour de la semaine, qu'est-ce qui se passe ces jours-là, quel mois. Deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que les gens voudraient venir? Parce que votre but, c'est de faire parler de vous, mais les gens, ils s'en foutent de parler de vous. Ce qu'ils veulent, c'est avoir quelque chose. Donc pourquoi est-ce qu'ils viendraient? Troisième chose, c'est pourquoi est-ce que les médias voudraient en parler? Et en fait, avec les Journées du patrimoine des startups, j'ai construit tout en me disant, avant tout, j'ai besoin de faire parler de ma boîte, parce qu'à l'origine, c'était quand même un petit peu une stratégie d'acquisition, en disant, qu'est-ce que je vais faire pour que la presse parle de moi? Donc je me suis dit, ok, on va prendre les Journées du patrimoine, on va s'attaquer à un gros truc, nous on est tout petit, donc c'est pas trop grave, on peut taper dessus, personne ne nous en voudra. Deuxième chose, je l'ai appelé Journée du patrimoine des startups exprès, parce que comme ça, les gens comprenaient à la fois le concept, en même temps trouvaient ça complètement bizarre, donc ça faisait les gens se posaient des questions. Et pour les journalistes, c'était assez facile parce qu'en fait, ils en ont super marre de tout le temps parler de la même chose. Tous les ans, au même moment, c'est alors vous allez pouvoir visiter l'Élysée, vous allez pouvoir faire ceci, enfin, ce qu'on appelle des marronniers dans la presse. Et utiliser un marronnier et le faire à votre sauce, c'est vraiment un bon plan parce que vous donnez un peu d'air frais à un journaliste. Deuxième chose, c'était pourquoi est-ce que les startups ont participé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu de l'engouement autour de ça? C'est parce que je leur apportais quelque chose. Et ce que je leur ai apporté, c'est des gens qui viennent les voir. Et donc, c'est des prospects, c'est des clients, c'est des journalistes, c'est des stagiaires, c'est des gens qui cherchent du boulot. Donc, vous, qu'est-ce que vous donnez aux gens? C'est bien joli de faire une conférence de presse ou de faire un événement pour faire parler de vous, mais vraiment, projetez-vous. Pourquoi est-ce que les gens voudraient venir à votre événement? C'est le plus important. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. Et troisième chose, le moment opportun, c'est vraiment hyper important de regarder quand est-ce que vous faites ça. Si vous faites un truc le vendredi soir, il y a 9 chances sur 10 pour que ça ne vienne pas. Moi je fais de l'événementiel gratuit, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 50% des inscrits en moyenne qui ne viennent pas. Je pense qu'Eventbrite, ils sont au courant. Donc si vous avez un endroit qui a 100 places, et ben vous mettez 200 places disponibles parce qu'il y en a, sur les 200 inscrits, il n'y en aura que 100 qui viendront. Que les gens s'en foutent en fait parce que c'est gratuit. Et à côté de ça, vous êtes en concurrence avec le Cinoche du soir, avec le film, avec le festival de musique, avec le concert, avec l'apéro, avec les copains. Et donc il faut que vous arriviez pour l'instant à être plus important que ça. Et pour ça, il faut utiliser un peu les zones creuses
Typiquement, au mois de juin, il y a des festivals tout le temps, les gens sont en terrasse, etc. Je pense que c'est un très mauvais moment pour faire des événements, sauf si vous arrivez à avoir la bonne traction. Voilà, c'était un petit feedback d'expérience. Donc en fait, ce qui est assez intéressant de retenir avec l'événementiel et les relations publiques, je fais une différence entre les deux. Je ne sais pas si le terme de relations publiques est clair pour tout le monde dans la salle. Pour qui c'est pas clair? Personne ne veut lever la main, je vais quand même l'expliquer au cas où. La différence entre les relations presse et les relations publiques, c'est que dans les deux cas, vous voulez parler à votre public. Dans le premier cas, comme on l'a vu avec la conférence d'avant, vous allez être obligé de convaincre des journalistes ou des blogueurs que ce que vous faites est génial pour qu'ils le reprennent et qu'ils le relaient dans les médias. Pour la majorité du grand public, le métier de relation presse n'existe pas. Le journaliste doit trouver par lui-même, a dit que c'était génial et en parle, et donc il y a une vraie valeur de recommandation, ce qui fait la différence avec la pub. Dans le deuxième cas, avec la relation publique, vous n'avez aucun intermédiaire, que sont les journalistes dans le premier cas. Donc, la relation publique, c'est de trouver de quelle manière vous allez parler à votre public, non pas en passant par les médias, non pas en passant par le digital, on en parlera cet après-midi, mais comment vous pouvez les toucher autrement. Ça peut être une opération de street marketing dans la rue, ça peut être organiser un événement, ça peut être partenaire d'un événement, ça peut être de nombreuses choses. L'événementiel fait partie des relations publiques en fonction des définitions ou pas. Je préfère les séparer pour que ce soit un peu plus clair, parce que je pense que l'événementiel, je n'ai pas besoin de le définir. Mais c'est vraiment travailler sur votre imagination, sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir réussir à faire pour attirer l'attention, parce que comme on l'a vu, la relation presse, ça peut être compliqué en fonction des entreprises, c'est pas donné à tout le monde, c'est chronophage, c'est long. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour toucher votre audience, en gros. Et si je vous donne un exemple assez parlant, je prends un exemple, c'est pas une start-up, hein, c'est le site d'action. Le site d'action, on entend parler tous les ans à la télé du site d'action, du milliers d'euros de recherche qu'ils ont collecté et comment la recherche avance. Et à chaque fois, ils nous disent protégez-vous. Et en matière de relations publiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déroulé un préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde. C'est pas qualifiable en termes d'opération. Ce sont des relations publiques. Bien évidemment, ils l'ont relayé par les médias, ils en ont peut-être fait une vidéo sur YouTube, ils ont peut-être fait des vidéos, etc. Comme je disais tout au début, sur le mode d'accueil, la communication est globale, donc on ne peut pas juste imaginer faire que des relations presse, parce qu'il vous parle de Twitter, et Twitter c'est du web, ou faire que des relations publiques ou autres, mais c'est ce type d'idée qui permet aussi de faire connaître, et c'est avec ce type d'idée, comme la journée du patrimoine, ou la journée du rangement, ou le concours qui se termine tout à l'heure de Start-up en vitrine, que Bureau à partager fait, que vous pouvez réussir à faire du bruit, sans que ça vous coûte de l'argent, voire quasiment rien en fait. Oui, tout à fait. Alors, je rajouterais à ça le fait que, disons que vous avez un produit B2C, vous voulez le vendre à votre part de marché, ça pourrait être potentiellement 10 millions de Français. Alors, il est clair que l'événement, ça ne va pas remplacer une campagne de pub qui atteindrait 10 millions de Français. Vous n'allez pas faire un événement pour 10 millions de personnes qui ne vont pas non plus se déplacer dans un seul endroit. Mais l'événement a le gros avantage de pouvoir cibler une audience qui soit influente sur une plus grosse audience et de pouvoir vraiment leur parler pendant une période de temps. Ils vont que se focaliser sur vous, et ça c'est assez unique dans l'événementiel, parce que si vous regardez aujourd'hui la consommation des médias sociaux, etc., on lit très vite, on lit en diagonale, on consulte un peu Facebook, on est en train de lire un article, d'un autre côté on regarde un blog. Je ne dis pas qu'on ne prête pas attention, hein, mais on a une façon très rapide de consommer du média, et c'est assez unique de pouvoir avoir quelqu'un qui vous écoute alors que vous êtes sur l'estrade en train de dire un truc très intelligent pendant 20 minutes. Et ça, c'est un peu l'opportunité du média, de l'événement. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, événements et médias sociaux sont très liés. Ce qui veut dire que si vous avez que 100 personnes dans la salle, ça ne veut pas dire que vous n'avez touché que 100 personnes. Parce que vous avez créé un hashtag, ces personnes vont parler de votre événement, ils vont tweeter. D'un autre côté, ces personnes, vous en avez 100, mais ça veut peut-être dire qu'il y en a 500 qui ont regardé votre événement. Donc 400 qui se sont dit « Ah bah, je ne peux pas y aller pour telle ou telle raison ». Il y en a aussi plein qui ont partagé l'événement. Sur Eventbrite, on peut partager de l'information sur un événement à travers Facebook, LinkedIn ou Twitter. Donc votre événement, en définitive, qui n'a que 100 personnes, aura peut-être touché 2000 personnes. Donc il faut penser à ces deux choses. Premièrement, vous avez l'attention d'une audience influente juste sur vous pendant une période de temps. Et secondo, vous atteignez une audience beaucoup plus grande que celle qui est dans la salle.
Alors, du coup, sur ces exemples d'événementiel et de relations publiques, peut-être qu'on peut faire un focus sur Marie et Marc-Arthur. Comment on trouve l'idée de ce type d'opération? Comment ça se passe? Comment il faut s'y prendre? Quel est votre retour d'expérience là-dessus? Et qu'est-ce que ça vous a apporté aussi par rapport à d'autres opérations en communication? Nous, on organise un deuxième événement là en ce moment qui est Startup en vitrine. L'idée est toute simple, c'est que nous, notre bureau est dans une boutique, dans le 3e, et on a une vitrine assez grande dont on ne fait rien. Et donc on s'est dit pourquoi pas proposer à d'autres startups comme nous de prendre cette opportunité, de venir exposer leur activité ou leurs produits dans notre vitrine. Mais on ne voulait pas le faire, vous vendez des sacs, venez les mettre dans notre vitrine. On s'est dit on va leur proposer de le faire de façon très créative. Donc le concours se termine tout à l'heure, à 16h, si vous avez envie de déposer votre candidature, c'est encore possible. Et voilà, donc on s'est dit, nous on est petits, pourquoi pas proposer à d'autres petits qui ne savent pas comment exposer ou se faire connaître de venir dans notre boutique. Ce qui est super important aussi, je pense, dans un événement, c'est les partenaires, parce que les partenaires peuvent vous relayer déjà beaucoup, vous aider aussi à vous faire connaître. Et nous, on a par exemple Presse Citron comme partenaire là, sur Startup en vitrine. Et l'air de rien, avoir Presse Citron comme partenaire, ça nous aide à nous développer pas mal en termes de communication. Et voilà, à faire connaître l'événement et à donner toujours, moi j'y tiens, cet angle un petit peu original de notre activité bureau à partager. Effectivement, comme tu disais, elle va peut-être pas intéresser tout le monde, mais on va toucher du monde là-dedans. Et peut-être que 2000 personnes qui ont regardé sur Twitter, sur les réseaux sociaux notre événement, un jour il y en aura 100 qui vont avoir besoin de bureaux à partager. Et ça permet aussi du coup aux gens de se connaître entre eux, donc là aux startups qui vont exposer de se faire connaître auprès du public. Voilà, et on va participer aux Journées du patrimoine. Avec Bracadacom aussi, avec BPM. Que dire, l'année dernière ça s'est monté, la première édition c'était juste à Paris, il y a 40 boîtes qui ont participé, j'ai fait 80 000 visites sur le site, j'ai pas dépensé 1 euro, j'ai triplé ma base d'utilisateurs et l'avantage de l'événementiel comme je le pratique c'est que je loue même pas de lieu puisque ça se déroule directement dans les locaux des boîtes. Ça m'a pas rapporté d'argent non plus si vous voulez tout savoir, mais ça c'est autre chose, quels sont les objectifs, c'est-à-dire que faire de la notoriété c'est pas faire des ventes, faut bien avoir ça en tête, et faire de la com c'est pas faire des ventes non plus, donc faut en être conscient. J'ai eu l'an dernier à peu près tout ce qui était possible de faire en presse, tous les médias, toutes les télés, enfin tout quoi. Et c'était une belle réussite, c'est pour ça que cette année on a recommencé en mettant la barre au-dessus, parce que c'est dans toute la France et que là il y a un peu plus de 200 des poussières startups qui participent. D'ailleurs il y en a certaines qui sont dans la salle. Depuis qu'on a lancé lundi, donc c'était lundi matin, j'ai dépassé les 1000 visites, j'ai pas dépensé 1 euro en pub, les 10 000 visites sur le site et les 1000 tickets qui sont partis, donc les mises inscriptions hier soir. Et tout ça, c'est que les réseaux sociaux, que de la viralité. Et en plus, le site il est vraiment pas optimisé pour ça. Tout simplement parce que chaque boîte qui participe, c'est un relais de communication. Il y a PPM, il y a Bureau à partager, il y a Urban Linker. Chacun en fait est impliqué parce qu'ils organisent un événement, qu'ils vont accueillir des gens chez eux. À partir de là, ils ont tout intérêt à jouer le jeu et à communiquer en disant on fait un truc, ça sert à rien de se donner du mal s'il y a personne qui vient. Et donc, chaque participant est un relais de communication et c'est ça le secret. Et c'est pour ça que faire de l'AdWords ou faire du Facebook Ads, ça ne traverse même pas l'esprit. Et dans mon cas, ça ne sert à rien. Et derrière, c'est l'effet buzz. C'est triste à dire, mais il y a quand même un effet un peu mouton dans la presse. S'il y en a un qui commence à en parler, il y en a un deuxième qui va se dire tiens c'est intéressant, le troisième va se dire il y en a deux qui en parlent, il faut que j'en parle, les quatrième, cinquième va se dire putain on n'a pas encore traité l'info alors que les trois premiers en ont parlé, et puis ensuite il y a un effet boule de neige. Voilà, donc si on peut vraiment, s'il y a une chose à retenir, enfin que je retiens en tout cas des JPDS en termes de com, c'est un beau hashtag, impliquer les gens, leur rendre service. Et ensuite c'est parti en avant la musique et avoir un site qui tient la charge aussi, parce que ça c'est quand même le plus gros fail qui puisse vous arriver, c'est d'envoyer une grosse
une grosse campagne de communication et d'avoir un site qui n'est pas prévu pour ça et qui plante au bout d'un quart d'heure. J'espère que ça vous arrivera pas, mais ça devrait vous arriver parce qu'il faut que ça vous arrive une fois pour que vous sachiez à peu près ce que vous êtes capable de tenir en termes de charge. Du coup, dans les exemples qu'ils donnent, vous voyez bien qu'il y a des synergies qui sont assez fortes avec le média et le web, puisque MacArthur vient de dire qu'il y a eu plein de médias qui ont relayé, il y a aussi des partenaires qui peuvent être des partenaires financiers et ou médiatiques. Vous allez chercher où en fait vous pouvez aussi vous positionner dans ce type d'activité en tant que partenaire. On a assez souvent vu des startups nous appeler au culot totalement à l'agence pour nous parler d'événements qu'on organisait pour d'autres startups ou entreprises plus grosses, à dire bon bah voilà, votre client il sait pas trop faire son community management, il a une communauté pourrie, je peux peut-être faire du community management, je vous donne 2 heures de mon temps par semaine pendant 4 semaines et puis vous mettez mon logo en énorme par exemple. On entend ça assez souvent au téléphone ou d'autres propositions du genre. Et il y a vraiment beaucoup de startups qui ont le culot et qui osent appeler aussi. Je reprends l'aspect coup de téléphone, il faut vraiment pas oser décrocher son téléphone parce que vous pouvez proposer des choses assez intéressantes et vous pouvez aussi vous positionner en tant que partenaire pour vous faire connaître sur ce type d'opération. Et là, en gros, on est vraiment sur la création de contenu qui prend vie au travers d'événements et qui va vivre au-delà. Et ça permet vraiment de faire connaître, puisque vous avez un bureau partagé, l'offre relayée dans les médias, je pense que c'est assez compliqué parce que c'est très commercial, ça doit être pareil ailleurs. Et là, c'est une très bonne manière de construire sa notoriété et de réussir à décrocher des relais qui doivent être beaucoup plus compliqués le reste du temps, en fait. Je ne sais pas si vous avez des conseils à donner, sinon on peut passer aux questions. Moi, je rajoutais juste un point qui a été fait pendant que vous parliez des relations de presse, et je pense qu'il est aussi assez pertinent pour l'événementiel, c'est n'hésitez pas à former des partenariats avec d'autres marques. L'événementiel, ça ne doit pas nécessairement coûter très très cher. Enfin, il y a quand même toujours un petit investissement de fonds. On ne peut pas nécessairement faire un événement pour 0 €. Cela dit, on peut faire un événement très très bien pour 500 ou 1000 € si on est créatif, si on trouve des partenaires. Un partenaire, ça peut être un endroit qui veut avoir une image de marque plus funky et qui sera du coup très content d'accueillir un événement relié aux tech et aux startups. Ça peut être une entreprise de choses à boire ou à manger qui sera très content d'être associée avec le tech aussi. Et ça prend un petit peu de temps, mais ça veut dire que votre événement ne va vraiment pas vous coûter grand-chose. Et puis les marques peuvent s'entraider, parce que certaines marques sont peut-être un peu plus connues que vous, et du coup vont un peu vous valider, quoi. Donc c'est quelque chose auquel ça vaut le coup de penser. J'ai un conseil, vraiment qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que n'oubliez pas que vous faites de la com et les journalistes font de l'information. Et donc il faut réussir à habiller votre communication en information. En gros, ce que vous avez en face de vous, c'est un journaliste qui a fait des études de journaliste, qui rêvait d'être grand reporter, qui se retrouve à la rubrique tech, ou un truc qui n'intéresse pas du tout au placard, parce que c'est quand même souvent le cas, il ne faut pas se voiler la face, qui doit pondre 15 articles par jour, qui fait copier-coller sur un communiqué de presse, et qui, c'est le cas, ils font vraiment copier-coller. C'est pour ça que dans mes communiqués de presse, je m'auto-interview, c'est pour vous dire un peu le truc, et c'est repris tel quel. Si je fais une faute d'orthographe, vous la retrouverez dans tous les articles. Donc il faut avoir en tête que vous, c'est de la com, mais il faut habiller le contenu pour que lui, il ait l'impression de publier non pas votre communication, parce que son rêve c'était de faire de l'information, c'était pas de faire votre communication gratuitement. Et pour ça, c'est donc tout est dans le branding, la façon dont vous allez habiller le texte, le contenu, la façon dont vous allez vous adresser à lui, d'appeler ça journée mondiale. Ça, c'est du contenu, c'est pas bureau à partager fait sa communication. Et c'est assez subtil en fait. Donc gardez ça en tête parce que c'est important. Et si vous appelez juste votre communiqué et vos intitulés de mail, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé avant, mais lancement de mon site ou un truc comme ça, c'est pas de l'info, ils ne la traiteront pas. Voilà. Ouais, moi c'est ça, mon conseil, c'est un événement, ça vous permet de vraiment faire parler de vous de façon très originale et de sortir un petit peu du lot juste de la start-up, de l'image de la start-up un petit peu basique et voilà, qui va faire sa levée de fonds. Donc ça permet de sortir du lot et voilà, et les partenaires, très important les partenaires. Sachez vous entourer et trouver des gens qui vont correspondre à votre événement, mais surtout arriver à vous aider à le relayer et à toucher le bon public. Ça, c'est vraiment le principal. Est-ce qu'il y a des questions?
pendant que le micro descend. Je pense qu'il faut vraiment retenir avec l'événementiel et les relations publiques, c'est qu'il faut être créatif. Je pense qu'on l'exprime de plusieurs manières sur les confs sur cette conf et la conf d'avant, et on va continuer d'en parler. Il faut vraiment être créatif, regardez ce que fait une start-up comme Michel Augustin ou autre. Il faut vraiment réussir à comprendre quand vous allez toucher vos cibles, et les relations publiques vont vous permettre de toucher des cibles que vous ne pourrez pas toucher autrement. Donc il ne faut pas oublier ça. Nicolas, Tivin Technologies. Alors c'est intéressant d'avoir cette table ronde qui, juste après la précédente, qui explique aussi pourquoi il faut faire des relations publiques, parce que parfois les journalistes sont mauvais, ce qui n'a pas été évoqué lors de la première table ronde. Ma question, c'est justement pour les relations publiques, vous évoquez principalement ou uniquement l'événementiel. Est-ce qu'il y a d'autres moyens éventuels ? Il y a plein d'autres moyens. Il y a la journée mondiale du rangement de bureaux. C'est une opération de relations publiques qui passe par plein de médias et de supports. Les journées du patrimoine, ça en est. En exemple non start-up, l'été dernier, le syndicat des prunes, le fruit, a remboursé des prunes PV à des automobilistes parisiens. Enfin, c'est une succession d'idées comme ça. La nuit à la belle étoile de Michel Augustin, ça peut être un apéro dans vos locaux, ça peut être une opération de street marketing dans la rue, ça peut être plein d'autres choses. C'est aussi ce qui fait la difficulté des relations publiques, c'est qu'il c'est pas qualifiable. On va pas vous dire, comme pour la relation presse, faites un communiqué de presse, faites une base de données, vous l'envoyez, vous relancez par email, par Twitter, enfin voilà. C'est toujours le même schéma. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste trouver l'idée créative à balancer dedans. Là, il n'y a pas d'exemple type, ça doit vraiment venir de votre tête. Donc en gros, c'est sûr que si vous n'arrivez pas à prendre de recul et à trouver d'idées lumineuses, c'est plus compliqué. Un petit conseil quand même, il y a un truc, faire marrer les gens, ça marche toujours, quoi. Et les gens, ils ont besoin de se marrer. La vie, en ce moment, c'est pas la folie, donc dès qu'on arrive avec un syndicat de prunes, une nuit à la belle étoile, ou un truc un peu sympa, un peu funky, un peu détendu, c'est juste de l'air, quoi. Il faut foncer là-dedans. Et puis au pire, ça prend pas, et c'est pas grave. Et ça, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas se prendre au sérieux et amuser les gens. Nous, avec la journée mondiale du rangement de bureau, même s'il y a un fond sérieux qui se veut écologique et qu'on espère bien que dans 10 ans, toutes les entreprises, une journée par an, poseront leur stylo et rangeront vraiment leur bureau. Dans le fond, on l'a fait de façon ludique et amusante, et on s'est vraiment dit que si on se prenait trop au sérieux et si on était agressif dans la démarche, ça ne marcherait pas. Et voilà, je pense que ça a amusé les gens. On a fait un petit concours photo, du coup tout le monde a rangé son bureau en prenant des photos. Je pense que c'est ça, le faire de façon légère. Important. Puis l'avantage, c'est que si on se plante, comme on n'est pas connu, ça se voit pas, quoi. Oui, enfin les exemples qui ont été donnés, c'est beaucoup des exemples d'événements. Alors c'est pas forcément des événements dans des salles de réunion, hein. Vous parliez d'événements éventuellement dans la rue, mais ça reste quand même de l'événementiel. La journée du rangement de bureau, c'est pas un événement. Enfin, c'est chacun range son bureau de son côté et prend une photo et en parle. Enfin. Exactement, nous on a juste fait un site et on a essayé de communiquer pour avoir le plus de monde possible qui allait ranger son bureau ce jour-là. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Et nous, on a rangé nos bureaux aussi, on a pris des photos et voilà. Mais c'est vrai qu'en soi, on n'a pas reçu des gens chez nous, on n'a pas. C'est une idée qu'on a essayé de mettre en place et voilà. C'est vrai. Bonjour, Grégoire Lopez. Moi j'ai une petite question. La question que je me pose, c'est vraiment, est-ce que finalement ce genre d'événement vous rapporte du business? Et si oui, est-ce que vous êtes capable de mesurer? Typiquement, on parle de la journée mondiale du rangement de bureau. J'imagine que sur le site, ça doit faire un trafic dingue. Mais est-ce que ce trafic, vous avez réussi à le ramener sur bureau à partager? Et est-ce qu'une fois sur bureau à partager, vous avez réussi à le transformer? Oui. Oui, parce que si, par exemple, ça peut nous faire connaître auprès de gens qui ne nous connaissent pas. Le partage de bureau, c'est pas encore une évidence pour tout le monde, donc ça a pu aussi faire connaître rien que le partage de bureau, si c'est pas nous, nos concurrents, voilà. Et si, parce que ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens qui sont venus sur bureau à partager, qui sont restés 3 secondes sur la page d'accueil, et qui dans 6 mois vont avoir un besoin et vont revenir sur le site. Donc si, je pense que c'est un bon moyen de transformer l'essai. Ouais. Mais
c'est pas quelque chose que vous avez réussi à mesurer ou... Non, pour le moment, on n'a pas réussi à le mesurer. Mais en termes de fréquentation du site, bien sûr. Si, il y a des gens qui nous ont appelés ou qui nous ont contactés en nous disant voilà, je vous ai connu par ce biais. Si je peux me permettre, ta question, elle est bonne parce qu'en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je communique. Il n'y aura jamais rien de plus ciblé qu'un utilisateur qui a tapé bureau à partager dans Google, qui s'est mangé un AdWords et qui a tapé dessus, c'est exactement ce qu'il cherche. Donc si c'est vraiment ce que tu cherches, c'est de l'acquisition de clients, c'est pas forcément la meilleure communication. Et en plus, ça va dépendre de ton produit, parce que c'est pas de l'achat impulsif. Tu vois, si on vendait je sais pas, le slip français, il fait un passage à la télé, ils vendent 2000 slips dans la demi-heure. Là, ils vont pas vendre 2000 bureaux. Moi, je vendais des cours sur Cup of Tea, c'est pareil, c'est pas de l'achat impulsif. Bon, après, ça booste quand même clairement ta notoriété, ton référencement. Ça te permet de doubler ou tripler ta base d'utilisateurs, donc c'est intéressant. Mais en termes de business pur, c'est très difficile à qualifier. Et c'est pour ça que parfois, la communication événementielle ou pas, les RP, tout ça, c'est pas forcément la chose dans laquelle il faut mettre le plus d'argent et le plus d'énergie. Tu ferais peut-être mieux juste de faire de la prospection commerciale bête et méchant. Ta sacoche en bandoulière et c'est parti, tu vas sonner chez le client et tu essaies de lui vendre ton truc, quoi. Pour te donner juste quand même un ordre d'idée, un article sur French Web, ça te fait entre 300 et 500 visites, un article sur Presse Citron pareil, un article sur un blog du Monde, c'est environ 1000 visites, un passage télé en 20h de TF1, c'est 4000 visites en direct, et ensuite tu t'en prends encore 1000. Enfin, c'est pas non plus des trucs astronomiques, quoi, tu vois. Quand tu sais que tu as un taux de rebond de 50%, un taux de conversion de 2%, un taux de clic de 20%, enfin il reste que dalle à la fin. Donc faut garder tout ça en tête avant de vraiment se lancer dans une strate de communication, savoir pourquoi tu le fais, quoi. On serait plus dans l'image vraiment que d'acquérir un trafic qualifié qu'ensuite je vais pouvoir s'en sortir, si je résume un peu ce que tu dis. À mon avis, c'est complètement vrai, sauf pour les gens qui sont des marketplaces, qui vendent quelque chose direct où tu arrives, tu vois, My Little Box ou des trucs comme ça, ils ont un article, les gens ils arrivent, clac, ils veulent, ils cliquent, ils achètent. Mais bon, tout dépend de ce que tu vends. Je suis d'accord, tout dépend de ce que vous vendez. Mais j'ai deux exemples que je peux vous donner d'événementiels qui ont rapporté quelque chose de très concret. Je ne sais pas si vous connaissez Vox.com. C'est une start-up qui permet de comparer les programmes politiques de différents candidats en France, en Europe, avant les élections. Et ils avaient un petit problème, c'est qu'ils avaient un API, mais ils n'avaient que 2 applications qui avaient été créées. Et vraiment, avec cette API, ils espéraient en avoir beaucoup plus qui soient créés et avoir un truc plus dynamique. Ils ont décidé d'organiser un hackathon, ça se dit en français, oui, pendant un week-end, en invitant des codeurs, des gens du public qui pourraient donner leur avis sur ce qu'ils espèrent utiliser ou avoir comme service sur un site comme Vox, et des journalistes. Et en un week-end, un événement qui leur a pas coûté grand-chose, une 50aine de pizzas, et puis ils avaient fait des partenariats, ils ont eu 12 applications créées. Donc voilà, avant l'événement, 2 applications, après l'événement, 12 applications, et du coup, une expérience consommateur bien améliorée juste avec un événement. Et pareil, je parlais de Angel Corporation à Aix-en-Provence, qui est une start-up, une petite entreprise. À chaque breakfast meeting qu'ils organisent, ils ont 4 nouveaux prospects qu'ils n'avaient pas avant. Des gens avec qui ils vont avoir des rendez-vous pour vendre leurs services de conseil qui avant n'auraient pas pris leur appel. Donc c'est du très très concret. Après, ce qu'il ne faut pas oublier avec la communication, c'est que bien évidemment, vous faites tous de la communication pour faire du chiffre d'affaires. On ne va pas dire le contraire. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Vous avez quand même des steps progressifs. Vous allez faire de la communication. Premier objectif, vous allez vous faire connaître. Deuxième objectif, vous allez vous faire apprécier et commencer à rentrer dans les comportements, dans l'esprit des gens. Troisième objectif, et c'est progressif, vous ne pouvez pas les inverser dans l'ordre, c'est de provoquer l'achat. Et après, de réussir à reprovoquer l'acte d'achat, puisque le premier va être en mode test, et ensuite les suivants, c'est parce que la personne vous aura adopté. Mais la personne ne peut pas directement passer au mode à l'achat si elle n'a pas eu connaissance des steps qui précèdent. Donc la communication, même si vous êtes tous là pour faire du chiffre d'affaires, c'est de l'image, c'est de la notoriété, c'est se faire apprécier, il y a plein de choses qui passent autour de ça avant d'arriver à faire du chiffre. Est-ce qu'on a une dernière question pour derrière toi, Alizé?
Bonjour, Louis Marty. On a créé une marque qui s'appelle Merci Andy. C'est une start-up qui prend soin de vos mains. Donc les curieux pourront le. J'ai une question. Est-ce que finalement l'événementiel et les relations publiques sans relations presse, c'est possible si on ne justifie pas au préalable d'une audience, d'une grosse audience? Totalement. Tout dépend de ce que tu veux faire. Tu n'es pas obligé de travailler sur les médias. Faut arrêter de croire que les médias sont incontournables et indispensables. Et qu'il se passe tellement de choses sur le web que ça peut être juste relations publiques et web, par exemple. Pourquoi tu veux faire sans presse? Non, c'est pour savoir si on se lance, si on veut faire un... Pour tout dire, on s'est inscrit au concours. On a une réponse hier soir voilà, sur le dossier. Et si on souhaite faire un apéro, inviter des journalistes, des blogueurs, si on en connaît quelques-uns, on va utiliser notre réseau. Mais est-ce qu'on a besoin de faire un communiqué de presse justement pour présenter cette soirée? Je sais pas trop ce que tu écrirais dedans, à part venez, quoi. Ben moi, les événements auxquels je suis invité, c'est que je les lis souvent dans la presse. Enfin, je les découvre sur des articles. D'accord, mais la taille de ton article, elle fait 3 lignes, par exemple. Oui, tu vois. Donc, oui, tu as un mini communiqué de presse, un micro communiqué de presse. Après, tout dépend de l'événement, en fait. Ce qu'il faut savoir, notamment avec les événements, c'est que généralement, les médias ne relaient pas les événements dont ils ne sont pas partenaires, déjà. Donc, ça en éjecte pas mal. Et ils ont certaines conditions aussi pour être partenaires. Enfin, l'entreprise, il faut vraiment qu'ils soient genre organisateur ou autre. Donc voilà, et ils vont annoncer des événements genre gros, genre le salon des entrepreneurs, genre ce genre de choses. Un apéro, un hackathon ou autre, c'est compliqué quoi. À part tout dépend de ce que tu vises, tu vois. Tu vises les pages événements de Presse Citron, Madines ou French Web ou autre. Ça va. Moi je rajouterais, même si la presse n'est pas du tout impliquée dans ce que vous faites, faites comme si elle était impliquée. Parce que les journalistes, il n'y a pas marqué journaliste en gros en rouge sur leur front et parfois ça peut être des blogueurs qui portent différents chapeaux, qui sont blogueurs le soir, consommateurs dans la journée. Donc vous savez jamais exactement qui participe, qui va venir à l'événement. Donc vous n'avez pas invité la presse, c'est pas un événement de presse, mais faites attention à ce que vous dites, il y a peut-être de la presse dans l'audience. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est ce que j'ai dit au début. Pardon, il y a une dernière question avant. Bonjour, dernière question rapide. Marine, Startup Squid Solutions, on édite des solutions Big Data. J'ai une question sur justement les partenariats, notamment sur la complémentarité. Qu'est-ce que vous conseillez d'expérience, notamment sur un média web, notamment généraliste ou pas, un blog si on veut vraiment avoir une couverture assez complète, qu'est-ce que vous conseillez, même si ça doit être évidemment adapté à chaque cible, pour être un petit peu complet? Merci. Déjà, il faut qu'il soit cohérent avec l'événement, cohérent avec votre activité. Il faut vraiment trouver un média. Je pense qu'il ne faut pas essayer de viser les médias nationaux, etc. Je pense que les blogueurs ont assez d'influence aujourd'hui pour pouvoir compter sur eux, pour que l'info soit relayée. Nous, on compte, en ce qui nous concerne, on compte vraiment sur Presse Citron, sur Madines, c'est ceux qui nous suivent depuis le début et avec qui on organise nos événements. Après, est-ce qu'il faut avoir forcément un partenaire médiatique? Je suis pas sûre. Vraiment, tout dépend. En fait, ça dépend de tellement de choses, de l'événement, de son contenu, de votre contenu à vous. C'est vraiment... vous penseriez à quoi, par exemple? Vraiment pour moi c'est la complémentarité web, mais web, blogueur ou pure player, parce que c'est pas les mêmes cibles, ils touchent pas les mêmes personnes en fait. Ton ciblage il est dès le départ, tu dois savoir quels sont les médias qui sont utiles pour toi. En tout cas il faut que tu fasses cette analyse, tu ne veux pas avoir 50 partenaires médias parce qu'au bout d'un moment ça n'a plus aucun sens. Donc, justement, ma question était sur le nombre. Est-ce qu'il en faut 3 de chaque? Voilà. Le nombre, oui, ce que je veux dire, le nombre va varier en fonction de la taille de ton événement. Tu peux en avoir une dizaine sur un gros événement d'une ou deux journées, par exemple.
Mais tu peux aussi parfois avoir une dizaine de partenaires médiatiques sur un événement qui dure 2 fois moins longtemps. Ce qu'il faut, c'est aussi qu'ils ne soient pas forcément concurrents entre eux, parce que là, ils n'apprécieraient pas forcément, ou alors qu'il y ait une bonne entente entre eux et voir ce que tu négocies surtout avec chacun. Parce que certains sont plus souvent inaccessibles et l'objectif pour toi, c'est que tu t'assures d'un certain nombre de parutions, en fait. Toi, tu n'as pas grand-chose à leur offrir, hein, c'est surtout eux qui vont t'offrir des choses, mais s'ils te disent, voilà, je fais juste un article, bah, il n'y a pas besoin d'un partenariat médiatique pour faire ça, en fait. Juste, je t'envoie mon communiqué de presse, tu le trouves bien, tu le relais. Ça suffit normalement. Il n'y a pas une justification de partenariat médiatique. Après, s'ils font un article un mois avant, 10 jours avant, qui sont là le jour J pour filmer, pour faire des interviews, qui font un bilan après, ou qui font gagner des places, voilà, il faut voir un dispositif plus gros. Donc voilà. Si je peux rebondir, moi je suis anti-partenariat média. Parce que les journalistes, en plus de pas toujours bien faire le travail, ils sont orgueilleux et donc si tu as ton partenariat avec Presse Citron, tu as French Web qui veut pas traiter l'info, si tu as ton partenariat avec Madinet, s'il y a un machin qui veut pas traiter l'info, et ainsi de suite. Première chose. Deuxième chose, ça veut dire que c'est plus des journalistes, mais c'est des gens qui font du business pur, parce que ça veut dire que je ne traite ton info que si je suis partenaire, je parle vraiment en connaissance de cause. Donc j'ai dit à tout le monde, les gars, pas de partenariat, que vous démerdez, si vous voulez traiter l'info, vous la traitez. Troisième chose, comme je vous disais, un article, ça te rapporte 300 visites. Franchement, pour 300 visites, tu peux faire autre chose, quoi. Enfin, tu vois. C'est pour ça que la conf n'est pas sur la relation presse, là. Mais ce que tu disais, en revanche, c'est bien ton partenariat, si tu es sûr qu'ils vont traiter l'info un mois en avant, 10 mois en avant, enfin, un petit peu 10 jours en avant, le jour même, etc., ça devient intéressant. Mais c'est compliqué à décrocher, ça. Ouais, voilà. Et c'est beaucoup de temps pour pas grand-chose. Le mot de la fin, du coup Le mot de la fin, c'est tout commence du contenu, le truc que vous savez, que les autres ne savent pas et qui va leur apporter le moment waouh. Et puis après, regardez tous les outils que vous pouvez utiliser pour communiquer, ce contenu. Et l'événementiel peut être l'un d'entre eux, bien utilisé, ça rapporte gros. Moi, je dirais qu'il faut oser, s'amuser et savoir s'entourer, surtout. Je dirais, réfléchissez bien à pourquoi vous communiquez, et une fois que vous avez vraiment ça, pensez énorme. Vraiment, mettez zéro limite et soyez super ambitieux dans ce que vous allez faire. Et c'est comme ça que ça peut prendre. Et le mien, ce sera soyez créatifs. Tournez-vous les ménages, s'il vous plaît. Merci.